Je suis bègue. Je suis bègue depuis l'âge de 7 ans, et même si je ne sais toujours pas pourquoi, je peux vous dire que les k, les p et les t étaient mes pires ennemis. Le plus dur, c'était quand je devais appeler mes copines au téléphone. Alors je me préparais, je respirais, une grande inspiration, une longue expiration. Je composais le numéro. Alors, je sais, je ne suis pas si jeune. J'entendais la sonnerie et dès que ça décrochait, je disais tout d'une traite. Bonjour, Catherine Elbronner à l'appareil, est-ce que je pourrais parler à Isabelle, s'il vous plaît? Et là, j'entendais. Oui, bien sûr, qui est à l'appareil? Et là, je raccrochais. Pendant toutes ces années où j'ai usé et abusé de la patience de mon entourage, j'ai finalement beaucoup plus appris à écouter qu'à parler. Comme mon cerveau n'a plus à réfléchir, j'ai tout le temps pour observer les autres, et c'est mon corps, c'est tout mon corps qui écoute. Je ne le savais pas encore, mais je commençais à pratiquer la lecture instantanée du non-verbal. La vie m'a donné raison, puisque l'on sait aujourd'hui que les mots ne pèsent que 7% dans l'impact d'une communication. Alors attention, ça ne veut pas dire que les mots ne sont pas importants. Ça veut juste dire que les mots, s'ils ne sont pas valorisés, avec un ton, une énergie, s'ils ne sont pas exprimés avec clarté, eh bien on ne les entend pas, on ne les retient pas. Ce que nous dit ce schéma, c'est que finalement presque tout se joue sur la voix et le non-verbal. C'est à l'âge de 15 ans, après des années passées chez les orthophonistes, que j'ai rencontré la personne qui allait redonner vie à ma parole. J'arrive en 3e dans le cours de français de M. Sylvain Gressot, qui n'était pas un homme ordinaire. Le fait est qu'il a été le premier à prendre en compte le fait que quand je récitais par cœur et quand je lisais, je ne bégayais pas. Il a appelé mes parents avec mon accord et il a proposé de me faire travailler mon expression verbale, orale. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Eh bien, il m'a remise en mouvement. Faire des galipettes, dire des mots compliqués pour moi tout haut, courir, lancer une balle, rester concentré sur cette balle qu'il fallait absolument que je rattrape tout en disant un son difficile. Tout plein d'exercices où, dès que je bloquais, il fallait absolument que je trouve une solution pour dire ce que j'avais à dire. Me remettre en mouvement, trouver un mot alternatif, poser un temps de silence. Tout ça pour surtout ne pas rester tétanisé. Et c'est pour ça que je parle avec autant de fluidité aujourd'hui, parce que j'ai mis en place tout plein de techniques qui me permettent de voir arriver l'obstacle et hop, de dégainer ma solution. Escape. Alors, cette année passée avec Sylvain Gressot, à qui je me permets de rendre hommage aujourd'hui, m'ont appris que je sais finalement autant communiquer sans les mots qu'avec les mots. J'ai fait de ce handicap une force, parce qu'il m'a fallu une vraie dizaine d'années pour parler comme je parle aujourd'hui, après cette rencontre. Et en fait, après ça, je n'ai jamais lâché. Je n'ai plus jamais accepté de me faire bloquer par un mot. Ce qui est génial, c'est que la vie, elle m'a donné tellement d'opportunités pour pratiquer, pour m'entraîner. La prise de parole est devenue une véritable alliée pour moi. Donc, je suis rentrée dans la vie active pour payer mes cours de théâtre et finalement, c'est l'entreprise qui m'a permis de me mettre en scène.
Comme par exemple ce jour où j'ai dû présenter la stratégie publicitaire européenne de ma société devant plusieurs centaines de clients et revendeurs. Alors, imaginez la patinoire de Courchevel redécorée totalement avec les couleurs de ma société, et c'était le grand show à l'américaine. Tout le monde s'exprimait. Le président, le directeur général, le directeur des ventes, le directeur marketing, le directeur de la communication, et finalement la petite dernière, c'est-à-dire moi. Inutile de vous dire que j'ai eu largement le temps de sentir le trac monter. En plus, il faisait glacial dans cette patinoire. Et alors, me voilà projetée sur scène, mon discours en main, celle-ci ayant décidé de trembler librement. Et comble du bonheur, pour être sûr que l'on me voit bien, mon image était projetée en grand écran, donc tout le monde voyait mes feuilles trembler. Et là, j'aperçois enfin le pupitre, qui lui était stable. Merci pupitre. Alors il a été l'appui qui m'a permis de retrouver ma confiance. Et du coup, j'ai pu embarquer tout le monde. Et vous savez quoi? J'ai été applaudie comme une star à la fin. Parce que je me suis rendu compte que parler devant les autres, finalement, c'est leur raconter une histoire. Quand on est convaincu de quelque chose, quand on le vit pleinement, quand on l'incarne, on est tout à fait capable de réembarquer des équipes, de relancer des projets. Alors, on n'est pas tous des orateurs nés, c'est évident, on n'est pas tous des Barack Obama ou des Simone Veil, mais on est tous capables, le jour où on en a besoin, de communiquer, de faire passer un message. C'est possible et ça se travaille. Et c'est ce qui a motivé ma deuxième vie professionnelle. Je me suis spécialisée en prise de parole et efficacité relationnelle. Parce que l'un ne va pas sans l'autre, ni l'autre sans l'un. Alors, une prise de parole réussie, c'est une prise de parole préparée, avec 3 niveaux de préparation. Il y a le physique, le technique et le mental. C'est physiquement que l'on entre en relation avec autrui. Ce qui se passe dans la rencontre, c'est d'abord par le regard. Vous voyez ce bébé? Il ne sait pas encore parler. Et pourtant, il vous dit déjà « bonjour » avec les yeux. Et c'est le fameux « bonjour » des yeux. Et je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais lorsque je suis arrivée, je me suis posée un petit peu là, devant vous, d'abord pour me connecter, pour vous accueillir, et puis pour m'assurer de votre disponibilité. Parce que c'est vrai, à quoi ça sert de commencer à parler si l'autre ne vous écoute pas? Physiquement, il faut aussi prendre en compte la respiration. Et puis, la mise en énergie, parce que pour le jour J, il faut avoir la pêche. Et puis, il faut ajuster sa voix, chauffer sa voix. Penser à s'entraîner, à bien articuler. Et puis, ancrer sa posture. Et tous ces éléments physiques vont faciliter la communication verbale et non verbale de notre intervention. Et puis, il y a la préparation technique. Alors d'abord, c'est l'introduction et la conclusion, qui sont 2 moments forcément chargés d'émotions, à apprendre par cœur. Et puis, il y a derrière ce que j'appelle la mise en scène des mots. Ça veut dire installer des variations de rythme pour éviter la monotonie. Et puis, intégrer la ponctuation naturelle et les silences. Ah, les silences. Les silences, c'est un temps de pause, c'est un temps de respiration nécessaire pour notre public. Ils ont besoin de digérer ce que l'on vient de dire. Et puis en même temps, le silence, c'est aussi un merveilleux outil de maintien en haleine.
Parce que si je me tais, vous allez vouloir entendre la suite. Une présentation sans silence est une présentation dont on veut se débarrasser. Le dernier niveau de préparation, c'est le mental. Ce qui se passe, c'est que quand on n'est pas convaincu de quelque chose, notre corps le dit à notre place. Notre posture physique va impacter notre pouvoir de conviction. Et le mental, c'est aussi une histoire de confiance en soi. Il n'y a pas photo, il faut aller travailler le fait d'accueillir ses émotions et de faire face à l'imprévu. Un des outils les plus utilisés actuellement pour parler de soi, pour parler d'un projet, eh bien c'est le pitch. C'est aussi le plus difficile. Le pitch, c'est l'art de convaincre en allant à l'essentiel en moins d'1 minute. Le pitch, c'est la bande-annonce de votre projet. Le pitch, c'est le scénario qui raconte votre histoire. Un bon pitch, c'est la complétude du fond et de la forme. C'est le quoi dire et comment le dire. Et il y a 3 grandes étapes dans le pitch. 1, capter l'intérêt. 2, créer le désir. Et 3, ancrer les bénéfices. Pour capter l'intérêt, il est très important de pouvoir communiquer son why, le fameux why de Simon Sinek, sa raison d'être. Travailler son why, c'est identifier sa différence, c'est marquer sa singularité avec sa motivation profonde. Notre why va également impacter de manière très positive notre mental et notre confiance en soi. Créer le désir, ben voilà, j'ai créé le désir. Créer le désir, c'est ce que j'essaye de faire en ce moment. C'est essayer de vous persuader de prendre au sérieux la préparation de vos pitchs. Parce qu'un pitch, ça ne s'improvise pas. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, est-ce que vous saviez que la prise de parole en public fait partie des plus grandes peurs universelles de l'humain ? Alors ensuite, il faut incarner son pitch. Et on va l'incarner d'abord avec conviction, avec énergie, avec le sourire. Et puis, avec authenticité. Si pas d'authenticité, pas d'émotion. Si pas d'émotion, pas d'empreinte chez notre interlocuteur. On ne va pas laisser cette empreinte. Parce que la manière que l'on a de s'exprimer va impacter la qualité de la relation que l'on installe. Et ça passe par la parole libre. Alors, qu'est-ce qui fait que j'ai décidé d'intituler ce TEDx « Du bégaiement à la parole libre » ? Pourquoi est-ce que j'ai choisi ces 2 mots, parole libre ? Vous avez peut-être une petite idée maintenant ? Le bégaiement, c'est la prison des mots. C'est cette impossibilité de dire les choses comme on veut et quand on veut. Alors, saluons cette liberté de parole qui existe sous multiples formats aujourd'hui. On a parlé du pitch, mais il y a aussi les podcasts, les vidéos, les réseaux sociaux, et puis les TED. Chacun d'entre nous peut créer sa chaîne YouTube quasiment en 3 clics aujourd'hui, et ça, c'est merveilleux. Mais pourquoi faire ? Juste pour exister ? Pour défendre ses idées ? Pour partager ? Et puis, dans quelle intention ? Parce que on peut tout dire, tout. Mais tout va dépendre de l'intention que l'on va mettre derrière les mots.
Le hic, c'est que bien évidemment, il y a beaucoup de dérives à cette parole libre. On va forcément rencontrer sur notre route des menteurs, des manipulateurs, des gens mal intentionnés. Alors, est-ce qu'on peut les reconnaître? Oui, moi je pense que oui. Si on est bien attentif, on va pouvoir ressentir cette mauvaise intention, cette fausseté de message derrière des expressions de visage, un ton de parole, une gestuelle corporelle, qui va nous montrer comme un décalage avec le contenu. Et ce décalage va déclencher une forme de vigilance en nous. Mais s'il vous plaît, ne gâchons pas cette liberté de parole. En réalité, il y a des bénéfices bien plus grands à s'exprimer avec authenticité et alignement. Quand la tête, le cœur et le corps communiquent le même message avec la même conviction. Si l'intention est bienveillante, alors la parole libre peut faire des miracles. Quand on est aligné, on est ancré et on prend sa place. Et quand on prend sa place, on est juste et on rayonne plus. Et quand on rayonne, on inspire. On donne envie aux autres de faire pareil. Et ensuite, c'est un cercle vertueux. Parce que quand on touche les gens avec notre parler vrai, eh bien les rencontres et les connexions se multiplient. Et de ces rencontres peuvent se passer des nouveaux projets, des nouvelles idées. Et on ne sait pas jusqu'où ça peut aller derrière. Le champ des possibles est infini. Alors quel est le grand bénéfice à tout ça? Quand on est authentique, quand on est vrai, la puissance est là. Alors souvenez-vous, une prise de parole réussie est une prise de parole préparée et incarnée, avec 3 mots magiques: sourire, enthousiasme et conviction. Et moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous partager mon histoire librement ce soir. Ça m'a mise en joie. Merci beaucoup.